Merci beaucoup. À vous aussi, je vous souhaite quand même une excellente année 2024 et à tous vos téléspectateurs. Écoutez, comme il l'a dit, il a sacrifié à un usage. Comme c'est le dernier discours après 12 ans de règne, il est évident que ça a été un devoir d'inventaire. Inventaire à la fois euphorique, enthousiaste, du grand bâtisseur d'infrastructures. Je pense que ça, tout le monde le lui reconnaît. Également, qui a contribué à moderniser le pays, les transports. Qui également, d'une certaine manière aussi, a eu le souci d'atténuer les fractures sociales et les fractures territoriales. C'est extrêmement important aussi, tout cela. Quelqu'un aussi qui est satisfait, euphorique, d'avoir laissé un état intact, vraiment au terme quand même d'épreuves tragiques, violentes que nous avons vécues en 2021, en 2023 et qui l'ont marqué. Il l'a dit de façon très, très explicite. Également aussi satisfait du travail qui a été fait en Casamance, qui est un travail de consolidation de la paix en Casamance. Je pense que tout le monde s'accorde à reconnaître et à saluer, surtout dernièrement avec l'incinération des armes à Djakaï. Je voudrais dire effectivement que nous sommes les premiers dans les années effectivement 90-2000 à avoir incinéré les armes avec l'aide de l'armée. Voilà. Donc c'est très important tout cela. Cela dit quand même, il est évident qu'il y a des paradoxes, il y a des dilemmes, de grands dilemmes entre le fait effectivement de porter à la fois le chapeau de chef d'État qui fasse que vous êtes un tout petit peu au-dessus de la mêlée et en même temps aussi de chef de parti. Et c'est là où le politicien, dans le cadre, si vous voulez, de cette figure hybride du chef d'État et du chef, bien sûr, de parti, où ça brouille la conception de l'État, surtout de la neutralité et de l'impartialité de l'État. Vous avez à la fois le pouvoir d'État et vous avez également la majorité présidentielle. Il est évident que dans ce jeu aussi, bon, ce qu'on a constaté aussi, ça a été aussi utilisé contre l'opposition. Il me semble que c'est cela qui explique un peu le fait que, du moins, c'est l'impression que, bon, des gens comme Khalifa et Karim ont été éliminés en 2019. Et il est évident que cette impression a impacté sur, si vous voulez, la confiance que les gens pourraient avoir sur le processus électoral actuel, surtout que, bon, avec cette espèce d'acharnement judiciaire sur Sonko, son incarcération, la dissolution de son parti, tout cela, effectivement, ça fait partie de mon point de vue des faiblesses de la démocratie. Et là également, les gens n'hésitent pas, ni l'administration, ni l'État, si vous voulez, à violer les droits humains, à violer l'état de droit, et à violer aussi, si vous voulez, les obligations internationales et constitutionnelles de l'État. Il me semble que ça fait partie des faiblesses. Et en partant, il est évident que ça se manifeste. Vous savez, le président, je pense, a la volonté sincère d'organiser des élections, une élection présidentielle apaisée, une élection présidentielle transparente. Mais il me semble que
l'intention seulement ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin pour faire en sorte qu'on puisse avoir une élection présidentielle qui soit crédible, qui soit transparente, qui soit équitable et qui soit aussi une élection inclusive. Et en vous entendant, vous direz que vous êtes satisfait de ce discours? Globalement, oui. Globalement, il y a des accents de sincérité, d'émotion, surtout quand même quand il fait sa déclaration d'amour au Sénégal, remerciant les Sénégalais. Bon, tout cela aussi, c'est des moments, si vous voulez, d'émotion, hein. Donc, globalement, le discours est satisfait. Globalement, je pense que sa tâche aussi est satisfaisante. D'autant plus que maintenant, il me semble qu'il doit être à l'aise parce que Macky n'a plus d'ennemis, n'a plus d'adversaires politiques. Et aujourd'hui, il entend se projeter également dans la création d'une fondation pour la paix. Ça veut dire qu'il va entrer dans le cercle vertueux des constructeurs de paix. C'est très important. C'est pour ça, effectivement, que nous disons, bon, le moment est bon pour lui de faire un test grandeur nature ici au Sénégal, en pardonnant, parce que le moment du pardon, c'est ça, je dirais même de se pardonner, en libérant son coup. Il faut qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait des compromis et qu'il y ait un grand consensus sur les règles. Si vous voyez que hier, quand les gens ont organisé le 31 décembre à Ziguinchor une fête, quand la mairie, ça a été interdit. Je pense que c'est aller très loin pour l'administration. Il me semble que le 31 décembre, c'est un moment, comme on dit même, c'est la trêve des confiseurs. Même en temps de guerre, les gens, ils s'arrêtent. Donc, il me semble qu'il fallait respecter cette date, ce jour de l'an, et permettre effectivement aux populations casamançaises d'exploser. Ce sont ces contradictions, ce sont ces paradoxes, ce sont ces dilemmes qui viennent mettre un tout petit peu, si tu veux, un point noir, si tu veux, dans le lait. Et il me semble qu'il faut travailler à sortir tout cela. Il faut travailler à dialoguer, et je disais qu'on avait incinéré les armes, mais maintenant il faut filer la métaphore, incinérer les armes politiques, dialoguer, se pardonner, se réconcilier et effectivement avoir un point de vue, si vous voulez, tout à fait partagé de la manière dont les élections devraient se dérouler, dont les droits et les libertés fondamentales devraient se manifester pour chaque candidat, pour chaque Sénégalais, pour chaque citoyen sénégalais. C'est très important. Et il me semble que maintenant il n'a pas d'adversaire. Il n'a plus d'adversaire. Il me semble que maintenant son champ, c'est réconcilier les Sénégalais. Et de mon point de vue aussi, là où il est, Sonko, Macky n'est plus son adversaire. Si le combat, ce n'est pas contre Macky Sall. Donc, il me semble que cette situation est suffisamment claire pour voir comment on peut bâtir sur ça, pour bâtir la paix, bâtir vraiment les voies d'une élection qui soit satisfaisante sur tous les plans, sur le plan de la transparence, sur le plan de la crédibilité. Une élection permettant à chaque Sénégalais, chaque citoyen sénégalais de choisir souverainement pour qui il veut voter, en créant les conditions où chaque Sénégalais se sentira représenté par un candidat de son choix. Et il me semble que c'est ça aussi l'expression de la souveraineté populaire. La souveraineté, quand elle s'exprime, elle doit s'exprimer de la façon la plus totale, de la façon la plus équitable, de la façon la plus claire. Et c'est ça la modernité de ce qu'on appelle les démocraties à l'heure actuelle. Écoutez, Macky, bon, c'est un peu sa culture, hein. J'ai l'impression que là où il y a des faiblesses, c'est surtout en matière de droits humains, en matière de démocratie. Bon, quand vous êtes sénégalais, vous le dites, on dit, mais tiens, voilà,
aujourd'hui, c'est quand même un constat. Parce que, bon, d'habitude, hein, c'est ça aussi les problèmes du pouvoir, les épreuves du pouvoir, les épreuves également de fin de pouvoir. Les épreuves de fin de pouvoir sont difficiles, on l'a fait avec Wade, on le voit avec beaucoup de présidents dans la sous-région. On l'a vu avec lui, heureusement, quand même, il a eu, si vous voulez, le courage de dire je ne fais pas un troisième mandat au moment où il y avait énormément de pression, si vous voulez, qui s'abattait sur lui. Et maintenant aussi, il lui faut franchir le nouveau cap qui est celui de la réconciliation des Sénégalais, parce que c'est ça aussi sa tâche avant de partir, de laisser, comme il le souhaite lui-même, un Sénégal stable, un Sénégal de paix, un Sénégal, si vous voulez, réconcilié. Et il me semble nul n'est mieux placé que lui, maintenant qu'il n'a plus d'adversaire politique. Il ne combat plus avec personne. Donc je pense que sa tâche aujourd'hui, c'est d'apaiser, c'est de pacifier le champ politique et de partir vraiment, comme on dit, sur le tapis rouge. Bon, le processus électoral, il est évident que, bon, il y a beaucoup d'indétermination, hein, beaucoup de flou à l'horizon. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous disons, au lieu de continuer à cheminer et d'aller vers le mur, que les gens s'assoient, que les gens discutent et les gens trouvent vraiment des compromis politiques qui permettent vraiment de traverser ce tournant, qui est un tournant extrêmement important pour l'histoire politique du Sénégal. C'est la première fois qu'un président de la République, si vous voulez, organise des élections et n'y participe pas. Donc c'est tout à fait nouveau aussi ce tournant. Et il est bon vraiment de le négocier. Alors, un tournant, on le négocie. Quand surtout le tournant est difficile, il faut le négocier au sens propre et au sens figuré de mon point de vue par ce que j'appelle le dialogue de la dernière chance. Il est évident que dans les prisons, il faut bien le noter, il y a des militants politiques qui sont très nombreux. Et c'est pour la première fois qu'on a un si grand nombre, surtout à la veille d'une élection. C'est rare aussi à la veille d'une élection, c'est ça. Mais on avait l'habitude d'avoir des contentieux post-électoraux. Maintenant, nous avons des contentieux préélectoraux sur la question de l'éligibilité. Donc c'est pour ça qu'on a également un des principaux quand même candidats à la présidence, les plus sérieux, les plus crédibles qui se trouvent en prison. Donc au regard de cette situation, il faut, de mon point de vue aussi, que les gens se rencontrent, discutent et trouvent des solutions qui puissent quand même permettre au Sénégal, une fois l'élu, que les Sénégalais auraient choisi, que celui qui est élu puisse vraiment, dès le lendemain, travailler tranquillement. Travailler même à ce que vraiment on réduise la polarisation politique, on réduise l'adversité politique et que les gens essayent de se mettre ensemble pour travailler. Vous savez, nous avons des États très fragiles, nous avons des institutions très fragiles, nous avons énormément de défis sur la question démocratique, sur la question de la sécurité, sur la question de la gouvernance. Donc il y a des propositions très concrètes qui sont faites aujourd'hui par les assises nationales. Il faut les reprendre, voir comment, comme on dit, arriver à une espèce de refondation des institutions, arriver à une espèce de renaissance de la République, de la démocratie, des institutions. Et c'est une occasion qui est belle aujourd'hui pour le faire, parce que quand on regarde et qu'on écoute, on a beaucoup de candidats de qualité. Et on a beaucoup de propositions de qualité. Il me semble qu'il suffit tout simplement de créer les conditions de l'apaisement, de la confiance. La confiance est fondamentale pour que je pense que le Sénégal, comme d'habitude, puisse montrer effectivement la voie d'une démocratie apaisée, tranquille, sereine, mature.
Non, du tout. Les conditions ne sont pas réunies. Et vous allez le savoir dès qu'on va commencer à sortir les premiers trucs du parrainage, vous allez voir. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir discuter et pour pouvoir avoir également de bons compromis pour vraiment faire en sorte que on ait une élection qui soit transparente, inclusive, équitable et vraiment crédible. Bon, écoutez, le parrainage, vous savez, c'est pas parfait. Le parrainage est très loin d'être parfait tel qu'il est fait. Et je pense qu'au terme de ces élections, il faut qu'on rediscute le parrainage. C'est vraiment au fil des expériences, après 2019, après ce qu'on a vu, après 2024, il faudra quand même qu'on s'assoie, qu'on discute vraiment des règles, du parrainage, de tous les problèmes effectivement qui ont fait effectivement qu'on ait un processus vraiment qui s'est déroulé sous la tension, sous la violence, et puis sous le doute et la défiance. Donc il faut qu'on discute, qu'on rediscute. C'est normal, hein, toutes les démocraties sont un peu en panne parce que nous sommes dans une période de basculement à la fois géopolitique, de basculement technologique, qui font qu'il nous faut une réflexion pour voir comment nous pouvons repenser les institutions publiques, comment nous pouvons repenser, réinventer notre propre démocratie. Parce que bon, nous on a la chance, on n'a pas de coup d'État. Parce que vous voyez, il y a des coups d'État. On n'est pas encore attaqué de l'extérieur. C'est pour ça que nous avons intérêt à être unis. Et nous sommes condamnés à être unis parce qu'avec le pétrole et le gaz que nous avons, qui sont, si vous voulez, des ressources aussi, je dirais, inflammables. Donc tout cela fait que vraiment nous n'avons pas le choix vraiment que d'aller à la réconciliation, que d'aller vers le dialogue, que d'aller vers la construction de compromis, de consensus qui nous permettent vraiment de sauvegarder la paix, de consolider notre pacte républicain. Et ça, c'est très important. Alors, vous êtes... Écoutez, le grand problème que nous avons, c'est que, bon, sur le plan sécuritaire, il n'y a pas une stratégie régionale de sécurité, alors que la question sécuritaire, elle est régionale. Depuis quand même 2012, je n'arrête pas de le dire, je dis que ce n'est pas un problème du Mali, c'est pas un problème... C'était au Mali au départ, hein. Et puis après, bon, on a dit, il nous faut aujourd'hui avoir, si vous voulez, une stratégie de sécurité qui soit régionale. On ne l'a pas bâtie. La CEDEAO, il y a la troupe en attente, c'est sur le papier, mais ce n'est pas opérationnel. Maintenant, je pense qu'on est en train d'y penser. Et très souvent, pour pallier à cela, c'est des accords avec des alliés. Bon, il y a la France. C'était l'allié. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la France n'a même pas les capacités vraiment de trouver des solutions, de trouver les réponses les plus adéquates par rapport aux nouvelles formes de conflits. Hein. Ces conflits-là, ce n'est pas comme la bataille de la Marne. Hein. Voilà, c'est des conflits qui se trouvent au sud, qui sont extrêmement compliqués, qui sont des conflits internes parce que ce ne sont pas des conflits entre États. Et ces conflits aussi, c'est le fait effectivement d'insurrection de communautés entières. Et ça ne se règle pas seulement par les armes, ce n'est pas possible. Il faut aussi les régler par le dialogue. Et de plus en plus, la plupart des États sont d'accord pour dialoguer avec les gens qui sont en insurrection. Bon, au Mali, ils en parlent. Au départ, c'était les Français qui disent on ne discute pas avec les terroristes. Mais je pense que de plus en plus, aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait qu'il faut dialoguer, il faut trouver une solution. Parce que, vous savez, avec les dysfonctionnements du politique de façon globale, parce qu'aujourd'hui, la politique, ça ne produit plus de l'idéologie. C'est, si vous voulez, des coalitions
non pas politiques, mais des coalitions électorales se mettent en place, prennent les institutions, prennent les ressources. Et maintenant, comme on dit, la nature a horreur du vide. Le vide idéologique, de plus en plus, en Occident comme ici, c'est occupé par la religion. Vous regardez ce qui se passe en Palestine, c'est une véritable guerre de religion. Donc, tout cela, nous avons besoin d'y penser. Et puis aujourd'hui, avec le mouvement de bascule, même la religion musulmane n'est pas épargnée. Au départ, on avait une religion soufi, tidjane, machin. Maintenant, c'est concurrencé aussi par le wahhabisme, il faut bien le reconnaître, hein, qui considère d'ailleurs ces confréries comme, si vous voulez, des innovations. C'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, c'est une situation extrêmement complexe et qui appelle de la part vraiment des Africains vraiment un effort de réflexion, un effort de dialogue pour trouver les réponses les plus adéquates, les réponses par rapport aujourd'hui au problème de la jeunesse. Vous savez, presque 30 000 jeunes qui, vraiment en une année, quittent le pays. Il est évident que ça doit nous parler tous. Je ne dis pas que c'est pas la faute de l'État actuel. Hein. Ce n'est pas la faute des Africains non plus. Parce qu'il y a très peu d'Africains qui quittent l'Afrique pour partir. 90%, si vous voulez, de l'immigration, c'est à l'intérieur de l'Afrique. C'est une infime proportion, je pense que c'est 1% peut-être qui se dirige vers l'Europe. 1 à 3% maximum, d'après vraiment les informations, parce que ces temps-ci, je travaille beaucoup sur cette question. Donc, le fait aussi que, en réalité, c'est ça aussi la question de la gouvernance mondiale. Nous avons une mer, une des plus poissonneuses au monde. Et nous, on ne peut pas manger le poisson. Aujourd'hui, si tu veux acheter du tiof, le mérou, ça coûte moins cher en Europe qu'ici. Voilà. Et ici, tu ne peux même plus avoir le yaïboy. Je pense que ces questions-là, la question des ressources minérales, des ressources halieutiques, ce sont des questions de fond. Il faut quand même qu'on vive d'abord avant que les autres ne viennent. La transformation de notre économie aussi, vous savez, depuis la colonisation. La colonisation, c'est l'extraction et la prédation. Et dans la colonisation, il y avait toutes les formes de prédation, y compris la prédation sexuelle. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Les gens, ils venaient, ils prenaient, ils partaient. Et nous, on continue le même système. Donc, il faut aujourd'hui, puisque quand même nous avons les matières premières qui permettent aux avions de voler, à ta caméra de marcher, hein, nous avons tout ça. Nous avons l'or. Aujourd'hui, l'or a son pesant à l'heure actuelle. Avec le phénomène de la dédollarisation, tout le monde est en train de se ruer sur l'or de l'Afrique de l'Ouest. Partout on dit, bon, je vais à Dubaï, je vais acheter de l'or. L'or de Dubaï, là, c'est l'or de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comment nous avons de bons bijoutiers qui ne peuvent même pas avoir accès à l'or. Donc, toutes ces questions-là, qui sont des questions économiques, leur transformation structurelle, tout cela, il faut le repenser. Mais il faut le repenser collectivement. Parce que, bon, on a un tout petit peu copié nos États comme des États européens de la Westphalie. Des petits États. Voilà. Et puis, nous n'avons même pas tracé les frontières de nos États. C'est à Berlin, les Blancs ont dit, bon voilà, ils ont pris leur truc, ils ont dit, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et nous, on dit, ces frontières-là sont c'est sacro-saint, on n'y touche pas. Donc des frontières tout à fait artificielles. Et donc il y a beaucoup de travail à faire dans la durée. Dans la durée, tout ne peut pas se faire maintenant. Mais il me semble aujourd'hui que même, si vous voulez, notre présence au monde, et ça, quand même, il faut bien reconnaître que Macky Sall, sur la question de la gouvernance mondiale, a fait beaucoup de choses hein, quand il a été à l'Union africaine. Il faut le reconnaître. Et puis, bon, son leadership est reconnu aussi en Afrique comme dans le monde. C'est pour ça que je me suis dit qu'il faut quand même qu'il se débarrasse très bien de cette espèce d'épine
que constitue cette élection pour vraiment se consacrer à autre chose de plus important. Mais moi, je ne peux pas l'arrêter. Ce que je fais, c'est ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, ce que nous faisons, nous réfléchissons, nous publions. Nous avons beaucoup de publications ici. Pratiquement chaque année maintenant, on a au moins 1 ou 2 publications importantes qui sortent sur la CEDEAO. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur, si vous voulez, des questions tout à fait nouvelles, hein, sur comment construire une géopolitique de la CEDEAO, comment construire une géopolitique de l'Afrique, comment faire en sorte que l'Afrique ne soit pas éternellement un sujet de géopolitique et non pas une actrice vraiment de géopolitique qui défende ses intérêts. En réalité, si vous voyez la cassure de la CEDEAO, l'émergence de l'AES, tout ça, ça montre effectivement qu'on n'a pas de géopolitique. Et que maintenant, nous sommes derrière des alliés. Voilà. Que ce soit la France ou la Russie, ça, ce n'est pas la solution. Donc, il nous faut une solution africaine pour voir comment nous pouvons avoir notre propre souveraineté sécuritaire. Il faut une solution africaine pour voir comment nous pouvons profiter de nos ressources minérales et de nos ressources halieutiques, de toutes nos ressources. Mais là, ça demande effectivement que, bon, comme le disait Nkrumah, on connaît les États-Unis d'Afrique. Dans le long terme, donc, il faut y travailler maintenant. Bon, et c'est quand les Africains seront unis qu'ils seront forts. Mais tant qu'on aura effectivement ces micro-États, vraiment où on aurait dû avoir, je pense, des gouverneurs et construire vraiment de très grands ensembles politiques, de très grands ensembles économiques, de très grands ensembles aussi sur le plan militaire. Et c'est ça qui pourrait peut-être nous sauver et nous émanciper de la tutelle des pays occidentaux. Bon, ben écoutez, c'est également aussi de souhaiter une excellente année, surtout une année de paix, une année où nous avons la possibilité de dialoguer et vraiment de dépasser, si vous voulez, la situation de division des Sénégalais et vraiment de trouver la voie de la réconciliation et la voie de l'unité nationale pour faire ensemble nation, pour vraiment renforcer notre cohésion nationale.